présenter les meilleures idées, c'est lui qui a remporté le concours et qui a été choisi pour construire la tour de 300 mètres. The Eiffel Tower was constructed for the World Fair of 1889. World fairs were huge, festive events that were organized every couple of years, mostly in Europe and in the US in the beginnings, starting in 1851. During world fairs, millions of visitors would come to discover and celebrate the latest technological innovations, artistic creations, and scientific discoveries. In 1889, Paris was chosen for the World Fair. People in France were thrilled. 1889, centennial of the French Revolution. It was highly symbolic. The French wanted to celebrate big in 1889. And they chose to celebrate by creating an amazing tower that would be 300 meters high. This idea was insane. Back then, no structure in the world went beyond 169 meters high. The idea of a tower 300 meters high was so crazy, nobody really knew how to go about building it. A competition of ideas had to be organized. Engineer Gustave Eiffel came up with the best ideas. He won the competition. He got to build the tower. On construisait énormément à chaque exposition universelle. Beaucoup de nouvelles constructions n'étaient que temporaires, n'étaient créées que pour la durée de l'exposition, puis détruites par la suite. D'autres constructions sont restées, comme la Tour Eiffel, comme aussi la passerelle de billes dont on approche. Cette passerelle a aussi été créée pour l'exposition de 1889, la même que la Tour Eiffel. Many new buildings and structures were constructed each time a World Fair was organized. Most new buildings were only temporary, were made just for the duration of the World Fair and then demolished afterwards. But some structures stayed. The Eiffel Tower, for instance, and also the Debilly Bridge we are about to cross. The Debilly Bridge was also made for the World Fair of 1889, the same one as the Eiffel Tower. À gauche, derrière les arbres, le bâtiment à la colonnade a également été construit pour une exposition universelle, mais un peu plus tard, celle de 1937. À l'intérieur, il y a deux musées intéressants, le palais de Tokyo, consacré à l'art contemporain, et le musée d'art moderne de la ville de Paris, dont l'entrée est gratuite. C'est le cas de la majorité des musées municipaux parisiens. To the left, behind the trees, the building with a colonnade was also made for a World Fair, but a little later, the World Fair of 1937. Inside, there are two interesting museums. The Palais de Tokyo in one wing is dedicated to contemporary art. In the other wing, on the other side of a colonnade, there is the Museum of Modern Art of the city of Paris. The entrance The entrance to that second museum is free. That's the case of most municipal museums in Paris. À gauche, toujours plus loin, sous les arbres, juste avant le pont, il y a une flamme dorée. C'est une copie de la flamme que la Statue de Liberté de New York tient dans sa main. To the left, ahead, under the trees, there is a golden flame, which is a copy of the flame that the Statue of Liberty in New York holds in her hand. La Statue de la Liberté de New York avait été offerte par la France aux États-Unis en gage d'amitié. Les États-Unis, appréciant l'amitié de la France, ils ont aussi offert des cadeaux. La flamme dorée à gauche sous les arbres et une statue de la Liberté plus petite que l'original située sur l'île aux Cygnes à Paris. The Statue of Liberty in New York was a gift from France to the U.S. to show their friendship. The U.S. appreciated France's friendship, so they gave gifts too. The golden flame to the left under the trees, and a copy of the Statue of Liberty. The copy is a bit smaller than the original. The original in New York is 46 meters high. The copy the Americans gifted is 12 meters high. The copy can be found on the Île aux Cygnes, the island of swans in Paris. À droite, on approche de petits jardins qui semblent flotter directement sur le fleuve, sur la Seine, parce que ces jardins sont situés sur de petites îles artificielles créées en 2013 spécialement pour aménager de nouveaux espaces verts. Ces 5 petits jardins flottants à droite portent le nom de Niki de Saint-Pal, une artiste franco-américaine surtout connue pour des œuvres très colorées.
To the right, we're sailing along 5 small artificial islands that were created in 2013 in order to create new green spaces. These 5 floating gardens to the right are called Mickey de Saint-Phal, after a Franco-American artist, mostly known for colorful artwork. À gauche, les bateaux-mouches, c'est la compagnie de croisière la plus ancienne de Paris. Il y a des bateaux-mouches à Paris depuis l'exposition universelle de 1867. To the left, the bateaux-mouches are the oldest cruising company in Paris. There has been bateaux-mouches in Paris since the World Fair of 1867. Au-delà des bateaux-mouches, au-dessus des arbres à gauche, on aperçoit un drapeau français qui flotte au vent. Il surmonte un vaste bâtiment avec un toit en métal et en verre. C'est le Grand Palais qui émerge peu à peu de derrière les arbres devant nous. Ce bâtiment gigantesque, le Grand Palais, a été construit pour l'exposition universelle de 1900 dans le XVe siècle pour pouvoir organiser des événements de dimension exceptionnelle. Le Grand Palais est tellement grand qu'au début du XXe siècle, on a pu y organiser des salons de l'aviation. On pouvait présenter de nombreux avions à l'intérieur. Des sauts des compétitions équestres peuvent être organisées à l'intérieur. Et en 2014-2015, pour les fêtes foraines, on avait installé une grande roue dans la nef principale du Grand Palais. To the left, the gigantic building with a roof in metal and glass and a French flag on top is the Grand Palais, the Great Palace. It was built for the World Fair of 1900 for the turn of the century in order to organize events of exceptional dimensions. The Grand Palais is so large you can organize horse races inside the building. In the early 1900s, when planes were smaller, plane shows were organized there. All sorts of events can be organized at the Grand Palais. For some fun fairs in 2014 and 2015, a Ferris wheel was set up in the main nave. Devant nous, le pont Alexandre III est surnommé le plus beau pont de Paris. Il est en effet richement décoré, avec beaucoup de sculptures, beaucoup de dorures. On voulait vraiment, quand on l'a créé pour l'exposition de 1900, que ce soit le pont le plus beau et le plus luxueux qu'on ait jamais vu. On avait même utilisé du cristal de Baccarat plutôt que du verre pour les réverbères tout le long du pont. Alexander III Bridge is nicknamed the most beautiful bridge in Paris. It is very ornate with lots of sculptures, lots of gilding. They really wanted it to be the most beautiful and most luxurious bridge you've ever seen when it was made for the World Fair of 1900. They even used crystal rather than regular glass for the street lamps all along the bridge. It is also a technically impressive bridge. It goes over the whole width of the Seine River in just one arch, which was very difficult to do in the 1890s when the bridge was constructed. Le pont Alexandre III est aussi impressionnant techniquement. Il enjambe tout le fleuve, toute la Seine en une seule arche surbaissée, ce qui était très compliqué à faire dans les années 1890 quand le pont a été construit. Devant nous, à gauche du pont, on va trouver la plus grande place de Paris, la place de la Concorde. Au centre de la place de la Concorde, jouant à cache-cache avec les arbres, il y a le plus vieux monument de tout Paris, l'obélisque de la place de la Concorde avec un pyramidon doré au sommet, a été créé pendant l'Antiquité égyptienne sous le règne du puissant pharaon Ramsès II. On va l'apercevoir entre les arbres à gauche devant nous brièvement. On aperçoit déjà son pyramidon doré au sommet. Le voici entre les arbres devant nous à gauche. On le verra mieux, mais brièvement aussi, juste avant et juste après la traversée du pont. Ahead to the left of the bridge, there is the largest square in Paris, Concorde Square. And in the center, playing hide and seek with the trees, there is the oldest monument in the whole of Paris. The obelisk on Concorde Square with a golden top was made during Egyptian antiquity
under the rule of powerful pharaoh Ramses II. The golden top might peek here and there above the trees. We will see the obelisk bust briefly right before and right after crossing the bridge. L'obélisque à la place de la Concorde, c'est un cadeau magnifique que l'Égypte a offert à la France en 1830. C'est un cadeau exceptionnel, mais c'est aussi un cadeau très encombrant. L'obélisque est en granit, il fait 23 mètres de haut et pèse 230 tonnes. Il a fallu 6 ans d'efforts à la France pour transporter son cadeau depuis Luxor en Égypte jusque Paris et pour le faire ensuite se redresser au centre de la place à gauche. Après 6 ans d'efforts, la France était tellement fatiguée qu'elle a renoncé au deuxième cadeau. L'Égypte avait offert 2 obélisques comme celui-ci, mais la France n'a jamais eu le courage d'aller chercher le deuxième. L'autre obélisque, le deuxième, est resté devant le temple de Luxor. We can see the obelisk bust right now, right before crossing the bridge to the left with its golden top. We will see it once more upon exiting the bridge. To the left, the obelisk with its golden top in the middle of Concorde Square was a beautiful gift that Egypt gave to France in 1830. It's a beautiful, exceptional gift, but it's also a heavy and cumbersome one. The obelisk is made in granite, it's 23 meters high and weighs 230 tons. It was extremely difficult for France to ship the gift all the way from Luxor, Egypt to Paris, France, and then to get it standing up in the center of the square. It took 6 whole years of efforts for France to set up the gift here. After 6 years of efforts, France was so tired, they decided to give up on the second gift. Egypt had gifted 2 obelisks. This was supposed to be a pair, but France never had the courage to go get the second one. The other obelisk is still to this day in front of a Luxor temple in Egypt. Devant nous, côté droit, il y a un joli bâtiment néoclassique du XVIIIe siècle avec une coupole verte et un drapeau français par-dessus. C'est l'hôtel de Salm qui abrite le musée de la Légion d'honneur. Ce bâtiment a fait une forte impression sur un visiteur américain du nom de Thomas Jefferson. Quand Jefferson se trouvait à Paris, il a adoré l'hôtel de Salm, il venait l'admirer tous les jours. En souvenir de son admiration, une statue de Jefferson a été placée au bout du pont à droite, tournée vers l'hôtel de Salm, comme s'il continuait de l'admirer. Et de retour aux États-Unis, il a aussi voulu que l'inspiration soit prise de ce bâtiment à la coupole verte pour ses maisons américaines comme la Maison Blanche à Washington. To the right, at the end of the bridge, there is a statue of Thomas Jefferson. When Jefferson was staying in Paris in the 1780s, he absolutely loved the elegant building with a green cupola to the right, the Hôtel de Salm. He came to admire the building every day, and that's why a statue of Jefferson was put at the end of the bridge to the right, turned towards the Hôtel de Salm. Jefferson loved this building with the green cupola so much, he also wanted inspiration to be taken from this place for his second home, for Monticello in Virginia, and also the White House in Washington, D.C. À droite, toujours, après l'hôtel de Salm, il y a un bâtiment très grand, très beau, avec 2 immenses horloges sur la façade côté Seine. C'est le musée d'Orsay. Il abrite la plus grande collection au monde d'œuvres impressionnistes. Tous les peintres impressionnistes sont bien représentés à l'intérieur, avec par exemple des œuvres de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir et Edgar Degas, mais aussi Gustave Caillebotte, Berthe Morisot, Marie Cassatt, Alfred Sisley, Camille Pissarro. Tous les impressionnistes et des post-impressionnistes aussi, comme Van Gogh ou Henri de Toulouse-Lautrec. Mais avant d'être un musée, quand le bâtiment a ouvert en 1900, c'était une gare. C'est pour ça qu'il y a ces 2 immenses horloges sur la façade. Elles étaient pratiques pour les voyageurs, ils pouvaient facilement surveiller l'heure et être sûrs de ne pas manquer leur train. To the right, the large, beautiful building with 2 gigantic clocks on the facade is the Orsay Museum, where you can find the largest collection in the world of Impressionist artworks. All of the Impressionist painters are well represented inside, with works by Monet, Renoir, and Degas, for instance, and also post-impressionists like Vincent van Gogh.
But before being a museum, when the building first opened in 1900, it was a train station. That's why there are those two gigantic clocks on the facade. The clocks were handy for travelers to keep track of time and make sure they didn't miss their train. To the left, another famous museum in Paris. To the left, this is the Louvre Museum. À gauche, le Louvre. Le Louvre à gauche est un musée exceptionnel à plus d'un titre. Le bâtiment lui-même est intéressant avec une histoire longue de 8 siècles. C'est aussi un bâtiment très vaste, c'est un des plus grands musées du monde. Ses collections sont impressionnantes, plus de 620 000 œuvres d'art appartiennent au musée, 35 000 d'entre elles environ sont présentées au public à l'intérieur. Le public aussi est impressionnant, c'est près de 10 millions de visiteurs qui viennent au Louvre chaque année, c'est le musée le plus visité au monde. The Louvre to the left is an exceptional museum in many ways. The building itself is interesting with a history 8 centuries long. It's also one of the largest museums in the world. The collections are impressive. Over 620,000 artworks belong to the museum. About 35,000 of them are shown to the public inside. The public is also impressive. There are almost 10 million visitors coming to the Louvre every year. It's the most visited museum in the world. Et l'œuvre la plus célèbre de tout le musée du Louvre, c'est bien sûr la Joconde. Elle est extrêmement célèbre en partie du fait de sa qualité artistique. C'est une belle œuvre peinte par un grand maître de la Renaissance, Léonard de Vinci. En partie du fait de son mystère aussi qui fascine, l'identité incertaine, le sourire énigmatique, les yeux qui suivent les visiteurs dans la salle. Mais si elle est aussi célèbre plus que toutes les autres œuvres du musée, c'est aussi parce qu'elle a été volée en 1911. En 1911, un ancien menuisier du Louvre est venu un matin, il a décroché le tableau du mur, il a mis tout son manteau et il est sorti du musée. Et il a réussi à voler la Joconde. Tout le monde était sous le choc que le Louvre ait pu être volé. Les journaux ont donc écrit des articles pendant des mois et des mois sur le vol et sur la Joconde. Les journaux en ont tellement parlé que quand la Joconde a été retrouvée 2 ans plus tard et qu'elle est retournée au musée, ça n'était plus une œuvre célèbre seulement dans le monde de l'art pour les spécialistes, c'était devenu une superstar internationale et ça est resté depuis. Of course, the most famous artwork in the whole Louvre is the Mona Lisa. The Mona Lisa is incredibly famous, partly because of its artistic quality. It was made by a great painter of Renaissance, Leonardo da Vinci. Partly because of its mystery too, which is very appealing. The uncertain identity, the enigmatic smile, is following the viewers in the room. But if she is so famous, more famous than all the other artworks in the museum, it's also because she was stolen in 1911. In 1911, a former worker from the museum came in one morning, took the painting off the wall, put it under his coat, and walked out of the museum. And he successfully stole the Mona Lisa. Everyone was in shock that the Louvre had been robbed. So newspapers wrote articles for months and months about the theft and the painting. The newspapers made such a fuss over it when the Mona Lisa was found again 2 years later and returned to the museum. It was no longer a painting famous only in the art world among specialists. It had become a global superstar, and it has been that ever since. Devant nous, le Pont Neuf porte un nom amusant quand on sait que le Pont Neuf n'est pas nouveau du tout, c'est en fait le plus vieux pont de tout Paris. Le Pont Neuf a été inauguré en 1607, il a plus de 400 ans. Et quand il a ouvert, il a fait sensation. C'était la première fois à Paris qu'on construisait un pont entièrement en pierre plutôt qu'en bois. Tout le monde était impressionné de sa solidité. C'était aussi la première fois qu'on construisait un pont sans mettre des maisons par-dessus tout du long. La circulation était plus facile et on avait de très belles vues sur tout Paris. C'est rapidement devenu un des lieux de promenade préférés des Parisiens. We are approaching the Pont Neuf. The name means new bridge. It is a funny name considering this is the oldest bridge in the whole of Paris. The so-called New Bridge was inaugurated in 1607, over 400 years ago. When it opened, it was very successful because it was very innovative. When the new bridge first opened in 1611, it was the first time in Paris a bridge was made entirely in stone.
But rather than traditional wood, everyone was very impressed with how solid the new bridge was. It was also the first time a bridge was made without houses being put on top all over it. Traffic was much easier, and the bridge offered great vistas over the city. It's in one of the favorite spots for people in Paris to go out for a walk. Au milieu du pont, sur la plateforme à gauche, le roi à cheval, c'est Henri IV. C'est lui qui régnait en France quand le Pont Neuf a été achevé en 1607. To the left on the platform, the king on horseback is King Henry IV. He was ruling over France when the new bridge was finished in 1607. À gauche, on longe ici une île naturelle qui s'appelle l'île de la Cité. L'île de la Cité à gauche, c'est le berceau de la ville de Paris. Quand la ville a commencé à se développer à partir du 1er siècle, c'est en partie sur l'île de la Cité à gauche que ça s'est passé. À ses débuts, à l'époque gallo-romaine, la ville ne s'appelait pas encore Paris. Son premier nom était Lutèce. Le nom de la ville a été changé quelques siècles après sa création pour faire référence au peuple parisien, un peuple qui avait déjà habité la région avant l'époque gallo-romaine. To the left, we're sailing along a natural island called Île de la Cité, which is the birthplace of Paris. When the city started developing, starting in the 1st century AD, for a great part it was on the island to the left that it happened. At its beginnings, the city was under Roman control, and it was not always called Paris. The first name of the city was Lutèce. The name was changed to Paris a few centuries after the city was created, as a reference to the Parisian people, a people who had lived in this region before the Romans came. Devant nous, à droite du pont, débute le Cap. Il porte ce nom parce que c'est là que les étudiants, que l'université s'est implantée au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, à l'université, on ne parlait pas français, mais latin. Ça a laissé son nom au quartier latin, qui est toujours aujourd'hui le principal quartier étudiant de Paris. On y trouve notamment la Sorbonne, une des plus vieilles universités en Europe. La Sorbonne a été fondée au milieu du XIIIe. To the right of the bridge starts the Latin Quarter. It's called this way because it's where the University of Paris settled in the Middle Ages. In the Middle Ages, students did not speak French at university, they spoke Latin. Sur l'île de la Cité, devant nous, côté gauche, on reconnaît un joyau de l'architecture gothique, la magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris. On the island ahead, on the left side, you can recognize a jewel of Gothic architecture, the beautiful cathedral Notre-Dame de Paris. La cathédrale a beaucoup souffert de l'incendie de 2019. L'incendie a complètement détruit les toitures. Le toit de Notre-Dame, on l'appelait la forêt. On avait utilisé tant de poutres de bois pour créer la charpente que quand on était en dessous, on avait presque la sensation d'être dans une forêt. Le toit entièrement brûlé, la flèche de Geneviève a aussi été détruite. Elle s'est effondrée à l'intérieur du bâtiment, ce qui a créé un trou béant dans les voûtes. Mais heureusement, les pompiers ont réussi à sauver l'essentiel du bâtiment ainsi que l'essentiel des vitraux et œuvres d'art à l'intérieur. Suffered a lot in the fire in 2019. The fire destroyed the whole roof. The roof of Notre-Dame was nicknamed the forest. So many wooden beams had been used to create the roof. When you were underneath it, it almost felt like being in a forest. The roof burned entirely, so did the spire on top. But thankfully, the firefighters managed to save most of the building and most of the stained glass windows and artworks inside. La cathédrale a beaucoup souffert de l'incendie en 2019 et il reste quelques travaux à mener autour de la flèche, autour du chevet à l'arrière. Mais les travaux de reconstruction et rénovation ont été très rapides. La flèche se dresse de nouveau au-dessus des toits, la forêt a été recréée et Notre-Dame a pu réouvrir au public et aux fidèles en décembre 2024, en décembre dernier. There are still some works
that need to be done around the spire at the back of the cathedral, but the reconstruction and renovation works went very fast. The roof was recreated, the spire is back on top, and Notre-Dame reopened to churchgoers and visitors last December. Historiquement, Notre-Dame avait déjà énormément souffert à la Révolution. À la Révolution, on détestait les rois de France, on détestait aussi l'Église. À cette période, de nombreuses personnes sont allées à Notre-Dame pour volontairement l'abîmer. Tant de dégâts avaient été causés au bâtiment qu'au début du 19e siècle, Notre-Dame menaçait ruine. Historically, the cathedral had suffered immensely already during the French Revolution. During the Revolution, people hated the kings. They weren't too keen on the church either. At that time, many people went to Notre-Dame to voluntarily damage it. So much harm was caused to the building that in the early 1800s, Notre-Dame was becoming a ruin. La cathédrale avait été sauvée de la ruine après la Révolution grâce à l'écrivain Victor Hugo. Son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, avait eu un immense succès. L'histoire de Quasimodo et Esmeralda avait ravivé l'intérêt des Français pour la cathédrale. On a alors décidé de sa rénovation intégrale. Notre-Dame avait été rénovée par Eugène Viollet-le-Duc entre 1844 et 1864. The cathedral was saved from ruin after the Revolution thanks to French writer Victor Hugo. Victor Hugo's novel, The Hunchback of Notre-Dame, was published in 1831. The story of Quasimodo and Esmeralda was a bestseller. It rekindled French people's interest for the monument. That's why they had it entirely renovated between 1844 and 1864. Sur le pont de la Tournelle, devant nous, côté droit, il y a une grande statue en pierre qui nous tourne le dos pour le moment. C'est la protectrice officielle de Paris, Sainte Geneviève. On the Tournelle Bridge ahead on the right side, there's a towering statue in stone with its back to us for now. It's the official protector of Paris that's represented there, Sainte Genevieve. Geneviève, sur le pont de la Tournelle à droite, c'est la sainte patronne de Paris, parce qu'elle a défendu la ville face à un grave danger en 451. En 451, le redoutable général Attila s'approcha de Paris à la tête de l'armée des Huns. Attila et les Huns venaient pour piller Paris. Tout le monde avait terriblement peur. Attila était surnommé le fléau de Dieu. Les Parisiens commençaient à s'enfuir, laissant la ville sans défense. Geneviève a décidé de rester, de protéger Paris et ses habitants. Elle a sauvé la ville et a été nommée protectrice officielle de Paris. Genevieve, represented on the bridge that we're now crossing on the right side, was named the official protector of Paris after she saved the city in 451. In 451, General Attila was nearing Paris with the army of the Huns. Attila and the Huns were coming to loot and pillage. Everybody was terribly scared. People started fleeing, leaving the city without defenses. But Genevieve decided to stay, to defend Paris and its inhabitants. She essentially saved the city. She was named the official protector of Paris. Ici, je vais marquer une courte pause dans le commentaire. N'hésitez pas à en profiter. Si vous souhaitez passer au bar dans les espaces intérieurs, si vous avez besoin de passer aux toilettes, au pont principal à l'arrière du bateau sous l'escalier rouge, si vous avez des questions à poser. I'm going to take a short break here. Don't hesitate to use this as an opportunity. If you wish to go to the bar in the interior spaces, need to use the restroom at the back of the boat under the red staircase, or if you have questions you'd like to ask. Yes.